ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. L'épidémiologie, je pense que ce sont des mesures qui étaient nécessaires. Ces mesures fortes arrivent à un bon moment et sont de nature à pouvoir vraiment infléchir cette croissance de cas dont on a parlé pendant toute la soirée. On est parfaitement conscient que cette épidémie vient toucher à des choses absolument fondamentales chez chacun de nous. Ne plus pouvoir se serrer la main, ne plus pouvoir serrer ses proches, ne plus pouvoir aller saluer ses grands-parents. C'est des choses essentielles, c'est des choses particulièrement fondamentales de notre vie quotidienne. Peut-être que vous reconnaissez cette voix. Je suis sûre d'ailleurs qu'elle vous rappelle des soirées confinées à regarder le JT en espérant passer de l'apéro en visio à l'apéro en terrasse. Non ? Cette voix, c'est celle de Marius Gilbert, épidémiologiste brillant et communicateur hors pair. Je lui ai d'ailleurs demandé de signer la préface du guide qui accompagne ce podcast et que vous pouvez retrouver aux éditions de l'Université de Bruxelles. Communiquer ses recherches au grand public, Marius l'a souvent fait et depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à plusieurs reprises. Mais pendant la Covid-19, bien communiquer la science, les faits scientifiques, est carrément devenu un enjeu de vie ou de mort. La médiation scientifique, c'est aussi parvenir à convaincre des millions de gens, dont vous et moi, de ne plus se serrer la main, de porter un masque chirurgical ou même de ne plus rendre visite à ses proches. Bienvenue dans Savoir Partager, le podcast qui met la science et les scientifiques en récit. Marius me reçoit dans son bureau. J'ai déposé son bouquin sur la table devant moi. Juste un passage au JT. Le livre a été publié en 2021. Marius y revient à chaud sur la première année de pandémie du Covid-19. Il y raconte comment un scientifique plongé dans ses recherches a été soudainement propulsé dans les sphères médiatiques et politiques. Je vous avoue, j'avais lu le bouquin à sa sortie, mais vraiment à reculons. Alors, on était encore en plein dedans la pandémie, j'avais pas la distance, c'était difficile de plonger dans tout ça. Mais forcément, pour préparer l'interview, j'ai dû le réouvrir. Et là, surprise, tout ce qui m'avait échappé à la première lecture m'a sauté aux yeux. Marius y pose les bases d'une vraie réflexion sur la communication de crise. À qui parle-t-on, pourquoi et comment ? C'était même plus qu'un livre, c'était un manuel rempli de réflexions et de conseils sur la communication scientifique de demain. Et là, j'étais impatiente d'en parler avec lui. Mais avant de commencer, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une petite séance de rattrapage, je lui demande de se présenter. Marius Gilbert, je suis actuellement vice-recteur à la recherche et à la valorisation et aussi vice-recteur culture et médiation scientifique de l'ULB. Et je suis plus beaucoup pour le moment aussi chercheur en épidémiologie parce que c'est vrai que les deux fonctions dont je viens de parler prennent beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup le temps de faire de la recherche. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose une petite expérience temporelle. Maintenant, pour sortir un petit peu d'un discours totalement catastrophiste, donc ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est protéger notre capacité hospitalière et gagner du temps. Parce que si on arrive à maintenir l'épidémie sous ce seuil, à ce moment-là, on va pouvoir avoir du temps pour développer des stratégies alternatives qui ne sont pas le confinement. Tout le monde sait bien que ce confinement, on ne peut pas le maintenir de façon indéterminée et il va falloir travailler maintenant, si on arrive à stabiliser cette épidémie, à des stratégies alternatives basées sur d'autres outils. Nous sommes le 12 mars 2020. Ce soir-là, Marius est sur le plateau du JT de la RTBF, en direct avec François de Brigotte et Nathalie Malleux. C'est le moment où tombent les premières annonces du confinement. Sans doute le JT le plus regardé de toute la période Covid. Mais comment Marius s'est-il retrouvé là ? Bon, d'abord, c'était pas le premier moment que je passais à la RTBF. Je suis pas arrivé là tout à fait par hasard. Au fur et à mesure que la pandémie s'est rapprochée de nous, en fait, j'ai eu des interventions dans les médias de plus en plus fréquentes. Et alors, les médias, ils ont remarqué, tiens, voilà quelqu'un d'abord qui sait de quoi il parle, qui l'explique de façon relativement accessible. Et ça, c'est quand même deux critères clés, quoi. Et donc, très vite, comme ils avaient un peu du mal, en fait, à trouver des personnes qui connaissaient, qui pouvaient décrire un peu la situation en Asie, je suis assez vite devenu un bon client des médias à ce moment-là. Et donc, de fil en aiguille, j'ai été, comme ça, appelé à faire des interventions de plus en plus fréquentes. Il y en a une dont je me rappelle avant, celle de 12 mars, qui était aussi un jour où c'est quand il y avait eu des cas dans un hôtel en Espagne, où il y avait des touristes belges qui étaient coincés, qui avaient été confinés. Et puis, Nathalie Malleux qui m'appelle, qui dit, voilà, il faut absolument
que tu viennes en plateau parce que les gens sont inquiets, il faut rassurer. Donc, j'ai vraiment lâché tout ce que je faisais. J'ai récolté les quelques stats que j'avais à ce moment-là sous la main qui montraient déjà à ce moment-là que par exemple, les jeunes et les enfants étaient très très peu en danger. Et je suis arrivé sur le plateau pour tenir un discours, dire voilà, bon, effectivement, c'est un problème, mais il faut quand même rassurer que les jeunes, les enfants ne sont pas en danger, etc. Pour venir avec un message qui venait un peu pondérer les choses, quoi. Mais justement, tu parles de rassurer. C'est un peu comme ça que tu as considéré ton rôle de scientifique, c'était de rassurer les auditeurs, les spectateurs? Non, c'était toujours trouver un équilibre entre les deux. Il me semblait qu'il y avait deux écueils dans lesquels il fallait pas tomber en matière de communication. C'est d'éviter d'être dans l'alarmisme, c'est-à-dire de faire peur plus que de nécessaire, parce que la peur est quelque chose qui fige, etc. Mais l'objectif, c'est de susciter une vigilance, c'est pas de susciter la peur. Et donc, la situation est suffisamment anxiogène comme ça pour pas en rajouter. L'excès inverse, ce serait se montrer faussement rassurant. Je pense que c'est l'écueil dans lequel nos autorités étaient tout à fait à ce moment-là, où on avait la ministre de la Santé qui, surtout les plateaux, disait c'est une petite grippe, faut vraiment pas s'inquiéter, etc., etc. Ce qui s'est avéré être une grosse erreur, non seulement d'appréciation et de communication. C'est toujours facile à dire rétrospectivement, hein. À ce moment-là, les données étaient... Mais moi, dans ma lecture des faits, c'était déjà quelque chose qui était plus sérieux que ça. Et donc, il fallait à la fois éviter de banaliser, parce que si on banalise, on ne suscite plus la vigilance. Donc, il faut éviter de banaliser pour que la vigilance soit là, mais il faut éviter l'alarmisme non plus pour pas susciter la peur. Waouh, ça ressemble fort à un sacré travail d'équilibriste, cette histoire. Comme un jeu de balance entre rigueur scientifique d'un côté et impact potentiel de l'autre. Comme si Marius s'était demandé ce qu'il voulait provoquer comme réaction chez son public cible, c'est-à-dire nous, puis qu'il avait déterminé ce qu'il devait transmettre, le message, et comment le faire en fonction de son objectif, donc la réaction qu'il veut provoquer. Mais avant qu'on ne prenne Marius et la pandémie au sérieux et qu'on lui tende enfin le micro, il y a eu une période de latence, tant chez les politiques que dans les médias. Je suis retournée voir les échanges de mails qu'on avait eus en janvier de cette année-là et je me dis, au tout début, il y a déjà des signes. Il y a quand même une connaissance scientifique qui est là, mais qui n'éveille pas d'intérêt médiatique immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le premier cas potentiel arrive en Belgique pour que tout à coup, les médias se ruent sur le sujet. Donc il y a vraiment un décalage entre la pertinence, la qualité scientifique et la couverture médiatique, et notamment celle que tu as vécue. Oui, mais c'est très classique, hein. Le journaliste parle toujours du mort kilomètre, hein. Donc quand les choses sont très éloignées, même si elles impliquent beaucoup de gens, il faut déjà qu'elles touchent beaucoup de gens avant qu'on en parle. Et forcément, l'attention médiatique qu'on a sur les choses est d'autant plus forte. La menace se rapproche. Un des exemples qui m'ont fait le plus sourire dans cette période-là, c'est effectivement quand il y a eu ce premier cas belge, qui était cette personne qu'on avait rapatriée de Chine, qui s'est avéré être positif et qui tout de suite avait été confinée, etc. Et puis alors, il y avait des journalistes partout autour de l'hôpital, etc. Alors que du point de vue épidémiologique, c'était complètement un non-événement. Et probablement qu'à ce moment-là, déjà, il devait y avoir dans la population un certain nombre de cas qui passaient complètement sous le radar, qui n'étaient simplement pas détectés. Ça montre bien le décalage qu'il peut y avoir entre la représentation médiatique qu'on peut donner à un phénomène et sa réalité scientifique. Les confinements s'enchaînent tandis que Marius enchaîne les interviews. Aucun scientifique n'est formé à ce genre d'exercice. Et d'ailleurs, l'objectif d'un scientifique, quand il se lance dans cette carrière, c'est pas de devenir une figure connue du grand public. Du coup, je me demande comment il a vécu cette exposition médiatique. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement recherché, mais c'est pas quelque chose qui me plonge dans un inconfort, ça m'angoisse pas. J'ai eu des angoisses par rapport à des questionnements, par rapport au message que je voulais faire passer. Enfin, il n'y a pas une fois où je me suis dit, tiens, c'est quoi la bonne chose à dire aujourd'hui par rapport au moment où on est? Parce que la communication, c'est à la fois le contenu, mais c'est aussi le moment. Les mêmes paroles dites 2 semaines plus tôt, 2 semaines plus tard, n'ont pas du tout le même impact, la même réverbération, parce que le contexte change en fait. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, à un moment, les Belges reviennent massivement de vacances en Italie. Il y a une personne dans le débat public qui dit, voilà, il faut que tous les gens qui reviennent d'Italie se confinent chez eux et que l'État ordonne à tous ces gens de se confiner chez eux. Eh bien, à ce moment-là, alors qu'il n'y a pas un seul mort en Belgique à ce moment-là, c'est inaudible pour la population. C'est inaudible pour une population qui, 1 mois plus tard, va accepter de se confiner chez elle. Parce que tout d'un coup, la perception de la menace, c'est plus la même, etc. Là, il y a un enjeu, il y a des gens qui meurent. Donc, il y a une menace qui est là, toute claire. La médiation scientifique, là, la communication, elle devient quasi vitale. Complètement. C'est-à-dire que pour moi, à un moment, il y a vraiment eu un basculement de rôle.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où je considérais que mon rôle, c'est d'être scientifique avant tout, de produire des savoirs. Ça, c'était avant. Et puis, à un moment où je me suis dit, en fait, maintenant, je suis beaucoup plus utile à la société en ayant expliqué ce qui se passe et en consacrant toute mon énergie à ça, plutôt qu'à produire un article de plus, quoi. Et les besoins sont gigantesques à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me mets en contact avec d'autres collègues, qu'on puisse en fait absorber la demande, quoi. Donc on me met en contact avec Simon, avec Catherine Linard, avec Yves Copiters, pour presque se répartir les médias dans lesquels on va aller. C'est vrai que nous, enfin, au service presse, on recevait des demandes tous les quarts d'heure. Il y avait une demande d'experts. Et puis très rapidement, tout le monde se fait déborder. Moi, c'est mon téléphone qui débordait. Voilà, il y a de la radio, il y a la presse écrite, il y a la télévision. Et donc la demande est gigantesque et il faut pouvoir y répondre sans que ça parte dans tous les sens, d'une part, et aussi y répondre de manière scientifique, d'autre part. Parce que c'est important que les scientifiques soient présents. Parce que s'ils ne le sont pas, l'espace médiatique se remplit. Et il se remplit par d'autres personnes parce qu'il faut trouver quelqu'un qui n'ont pas forcément le même niveau d'expertise. Et ça a été un vrai enjeu pendant l'ensemble de la pandémie, c'est d'arriver à ce qu'un discours scientifique solide continue à être une forme de colonne vertébrale de ce qui pouvait accompagner cette crise. C'était la folie en tous sens. Vous enchaîniez les rendez-vous, les interviews, les demandes. Comment vous vous êtes organisé en fait pour garder justement la pertinence et l'actualité de votre parole scientifique? Pendant cette période-là, avec justement Catherine, Simon, Yves Copiters, tous les jours, on se fait un briefing, on se fait une visio en fin de matinée, où on échange tout ce que chacun on a observé. Donc on discute sur nos propres observations des données belges, et on échange nos points de vue. Si on a eu accès à une publication scientifique qu'on a trouvée, qui nous est arrivée par l'extérieur, on la partage avec les autres. Donc ça, c'est notre mode de fonctionnement interne qui permet à la fois de confronter nos points de vue, donc diminuer le risque de se tromper, parce que quand on est seul, on peut toujours se tromper. Et le deuxième bénéfice, c'est que ça permet aussi d'avoir une certaine cohérence dans la communication qu'il va y avoir, puisqu'en fait, on a eu l'occasion d'échanger ensemble. S'il y avait des divergences, on avait la possibilité de confronter nos points de vue avant de communiquer, plutôt que cette confrontation de points de vue se fasse sur un plateau en direct, avec tout ce que ça peut induire de confusion pour des gens qui sont pas spécialistes. Et donc, ça, je pense que c'était quelque chose qui était assez important. Ok, donc ils se sont coordonnés spontanément pour optimiser et harmoniser leur communication scientifique de crise. C'est une coopération scientifique inédite et une stratégie de communication plutôt efficace. Plusieurs experts et expertes, un seul et même discours. Mais il n'y a pas qu'avec ses collègues que Marius a échangé. Il s'est aussi appuyé sur les réseaux sociaux pour nourrir et affûter ses interventions médiatiques. Moi, je me nourrissais énormément de Twitter, qui était vraiment l'instrument principal, peut-être pas tellement de communication de données brutes, mais pour pouvoir savoir quel article était important. Donc, c'est ce que tu utilisais pour échanger avec d'autres scientifiques ou repérer des publics majeurs? Je dirais c'était vraiment pour repérer les publics majeurs. Il y a tellement de données qui sortent en même temps que la grosse difficulté, c'est essayer d'aller trouver celles qui sont vraiment pertinentes et importantes à un moment donné. Et pour ça, Twitter était extraordinaire. Parce qu'en suivant 10-15 personnes clés, en fait, il n'y a pas grand-chose d'important qui échappait, quoi. Et ça permettait de se nourrir vraiment au niveau international de l'expertise d'autres collègues, d'autant qu'il y a d'autres collègues qui s'exprimaient aussi sur Twitter pour interpréter leurs propres données dans leur pays, qui donnaient aussi des grilles de lecture, des grilles d'interprétation, etc. Donc, il y avait à la fois un processus externe de collecte d'informations via Twitter, c'était vraiment le canal principal. Et alors un processus interne entre nous de discussion, de confrontation, d'argumentation de la lecture qu'on faisait des choses. Donc pendant cette période, Marius s'est reposé sur ses collègues belges et sur ses homologues à travers le monde grâce à Twitter. Mais pas seulement. Il y a également un troisième allié dans l'équation de communication de crise de Marius. Et il a toute son importance. Vous voyez de qui je veux parler ? Bon allez, je vous fais pas languir. Ce troisième allié, ce sont les journalistes eux-mêmes. Quand on est au contact de journalistes, très vite, on sent les personnes avec qui on fonctionne bien, avec qui on se comprend bien sur ce qu'on veut faire en termes de qualité. Et il y a une espèce de contrat implicite qui se met avec les différentes personnes parce qu'en fait, dans l'espace du journalisme, ils jouent pas tous le même rôle. Donc, aller sur un plateau chez De Brigode en 2 minutes 30, c'est pas la même chose que de passer 1h30 avec Michel Bouffiou pour préparer un article de Paris Match. Pourtant, l'un et l'autre reposent sur une espèce de confiance réciproque et sur une relation qui se crée pour produire un contenu ensemble. Je savais très bien que avoir des articles dans Paris Match, je touchais pas le même public que ceux que je touchais quand j'allais sur le JT de la RTBF. Ou si je répondais à interview pour Vers l'avenir ou des choses comme ça. Donc ça, j'avais quand même une conscience du paysage médiatique et de la notion que, surtout dans un contexte comme celui-là, qu'il fallait absolument en parler à tout le monde.
Je vous avais bien dit qu'on reparlerait du public cible. C'est une notion essentielle en communication. Connaître celles et ceux à qui nous nous adressons. Savoir par exemple qui lit tel journal ou qui regarde telle émission avant de donner une interview. Ça aide à choisir les informations à partager, la manière de les expliquer ou encore les mots à utiliser. En fait, quand on conjugue ce que l'on sait sur une tranche de la population, donc notre public cible, et ce que l'on veut qu'elle retienne, notre objectif clair, on est déjà en train de créer une stratégie de communication pertinente et impactante. Je me doute que ce que je vous dis là, c'est très théorique. Donc, je vais prendre un exemple. Et j'en ai un qui me vient à l'esprit là tout de suite. C'est même un véritable cas d'école. Marius l'a nommé dans son livre « L'appel d'octobre ». Le contexte, c'est celui de l'automne 2020. Donc, on est vraiment au moment où on se rapproche pour une deuxième fois d'une saturation hospitalière. Mais en fait, c'est dingue. On est de nouveau au même endroit un an après, quoi. Et me dire, mais en fait, on s'est tous plantés. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'en un an, on soit de nouveau au même endroit avec les hôpitaux qui sont proches d'être saturés, etc. Donc, j'étais assez catastrophé, en fait, qu'en un an, on n'ait pas réussi à mettre en place un dispositif général qui soit suffisamment bon pour arriver à maîtriser la transmission. L'idée m'est venue simplement la veille au soir, quand je suis justement dans les couloirs, juste avant de parler au journal télévisé. Et je me dis, mais il faut vraiment maintenant faire une espèce de message d'alerte générale, ou qu'il faut vraiment que la transmission s'arrête, que les gens soient attentifs à ce message-là. Et dans les minutes qui précèdent le fait de rentrer sur le plateau, je me dis, mais en fait, ce que je vais dire là, ça va servir à rien. Parce que les gens qui vont m'écouter maintenant, c'est le public habituel, c'est toujours les mêmes. C'est des gens qui, je pense, qui sont globalement convaincus. C'est des gens qui vont faire attention. Il y a tout un public que je ne touche pas, que je ne touche jamais. C'est celui des jeunes, c'est celui des gens qui ne regardent pas le journal télévisé, c'est celui des gens qui ne lisent pas le journal le soir, c'est celui qui s'informe par d'autres types de dispositifs. Et j'avais lu, je pense, quelques semaines avant, une description de ce que les influenceurs étaient devenus et à quel point certains avaient des millions de gens qui les suivaient. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut essayer de mouiller ces gens-là, parce qu'eux ont une capacité d'avoir une espèce d'effet levier gigantesque. Si eux-mêmes sont sensibilisés au fait qu'il y a une vraie nécessité de faire un message de prévention à ce moment-là, l'effet levier peut être gigantesque. Et donc c'est là que l'idée me vient. Mais de l'idée à la réalisation, c'est encore autre chose. Parce que ça, c'est très très compliqué, parce que c'est très sensible, parce que je crois que les influenceurs sont à la fois eux-mêmes, leur capital, c'est leur public. Donc c'est très important pour les influenceurs que le message qu'ils vont partager soit quelque chose dans lequel ils puissent se retrouver, donc que leur public puisse souscrire. On revient sur ce mot confiance. Okay. Voilà, il fallait trouver le ton juste dans mon propre appel aux influenceurs pour que ça résonne en eux, quoi, pour que eux-mêmes, en lisant cette espèce d'appel, que ça les touche et qu'ils se disent là je peux faire quelque chose, et que ça les touche pas d'une manière, pas sous la forme d'une injonction. Faites-le pour vous, faites-le pour les gens qui vous suivent, pour les parents des gens qui vous suivent. Il fallait vraiment que ça touche ça, et ça m'a pris quand même un certain temps d'écrire cette série de threads avec 7-8 tweets. Là, j'interromps une minute. Le livre de Marius est toujours devant moi, plein de petits signets colorés. Et justement, un de ces petits signets parle de ces fameux tweets. Je tends le livre et je lui demande « Tu nous lirais un extrait ?» Marius prend le livre entre ses mains. Il replonge les yeux dans ses propres mots et je peux voir que la même émotion lui revient 5 ans plus tard. Vous qui avez 100 000, 10 000, 100 000 followers sur Facebook, Insta ou par ici, vous qui voyez du monde tous les jours sur le terrain, aidez-nous, aidez-vous. Il est minuit moins une, votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sautent au bord du gouffre, et puis le hashtag Stop Corona. Aidez-nous à dire la prudence, la mesure, cette marche sur un tapis d'œufs. Aidez-nous à dire que cette crasse nous concerne tous, que nous devons marcher en nous aidant les uns les autres. Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona, un truc idiot, un truc pas cher, un truc pas beau, un truc qu'on a dans la poche et qu'on sort quand on aime ou qu'on respecte celui à qui on parle. Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce n'est pas renoncer à la vie, à l'amitié ou à l'amour, que c'est temporaire, ça passera, que c'est protéger les plus faibles en bout de chaîne, que c'est faire preuve de lien et d'humanité. Vous êtes les meilleurs experts des codes qui nous échappent, des manières de dire, des manières de convaincre celles et ceux qui vous écoutent. Faites-le avec votre talent, votre conviction, vos mots. Il est minuit moins une, c'est maintenant. Voilà. Il y a l'émotion qui revient en y repensant. Mais je crois que la raison pour laquelle ça a fonctionné, c'est que les gens sentaient ça. Que c'est quelque chose qui venait des tripes, quoi. Et c'est vrai que ce truc a démarré comme une traînée de poudre. Cet appel, je vous le disais, c'est un cas d'école, une véritable leçon de communication. Le média, le contenu, le style, tout
a été pensé dans un objectif précis et pour une cible spécifique, les influenceurs et en deuxième ligne, les jeunes, adultes, adolescents qui les suivent. Mais dans cette équation, figurez-vous qu'il y avait aussi un ingrédient secret. Vous l'avez perçu ? Le tweet venait de ses tripes, cette fameuse authenticité. Bon, elle est souvent galvaudée ou jugée suspecte. Et pourtant, l'émotion de Marius, sa conviction, sa détermination, sa sincérité, bref, son authenticité, c'est ce qui a fait passer le message. Mais bon, on va être honnête, l'exercice n'est pas facile. Ce qui est très particulier, à la fois j'aime en parler, mais à la fois pas. Parce que le jour où je le fais, j'ai tout à fait conscience que je sors de mon rôle. J'ai toujours eu un rôle qui était un rôle d'explication, principalement. D'essayer d'aider les gens à comprendre la situation et de les laisser tirer leurs conclusions. J'ai jamais cherché à vraiment influencer au sens de maintenant c'est ça que vous devez faire, des choses comme ça. En fait, c'était vraiment décrypter, expliquer pour donner les cartes à chacun Voilà. Et chacun décide de ce qu'il fait. Et là, c'est vraiment le seul moment, par exemple dans mon usage des réseaux sociaux, ce que je faisais toujours jusque-là, c'était partager des graphiques, partager des publications, partager des lectures, des faits, des interprétations, mais jamais d'avoir une forme de message prescriptif. De call to action. En fait. Voilà, exactement. Tandis que là, et c'est la seule fois où je vais le faire de façon aussi forte, c'est vraiment d'essayer d'influencer les choses, parce que c'était un peu en dernier recours, mais je me rends bien compte que si je m'étais mis à le refaire, ça n'aurait pas eu le même... C'est une carte qu'on joue une fois, quoi. Qu'on doit pas trop rentrer dans ce champ-là, si on veut rester crédible vis-à-vis de tout le monde. Oui, comme toute bonne chose, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie et à bon escient. Marius a parlé à plusieurs reprises de confiance. La confiance des journalistes, la confiance des internautes, et puis il y a aussi faire confiance à sa cible. Je crois vraiment qu'il faut respecter la capacité de chacun à s'autodéterminer. Et donc donner à chacun les éléments permettant de fonder sa propre décision, sans aller dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Et ça, c'est aussi un élément qui est très, très transversal à ma démarche de communication. Ça a toujours été d'essayer de d'abord donner l'explication avant éventuellement de donner mon avis sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Il y a vraiment 3 piliers qui ont été cette ligne dont je parlais tout à l'heure, éviter d'être trop alarmiste ou de trop banaliser. La deuxième chose, c'est de toujours se reposer sur la démarche scientifique. Et la troisième chose, c'est d'essayer de renvoyer à des informations que les gens peuvent contrôler par eux-mêmes. C'est-à-dire, si je cite des chiffres, que ce soit des chiffres de Sciences & qui puissent aller vérifier. Si je cite une publication que les gens puissent trouver par eux-mêmes. Que les gens puissent trianguler l'information. Qu'ils aient pas l'impression qu'on vient leur dire « Faites-moi confiance, c'est moi l'expert », c'est ça qu'il faut penser. Ça paraît quand même un peu utopique, hein, cette idée de mettre les sources à disposition pour que chacun puisse aller se faire son avis. Les articles scientifiques, on va pas se mentir, c'est pas écrit pour être compris par le commun des mortels. Mais pour Marius, ce n'est pas forcément ça le plus important. Ce qui compte, c'est de dire « les infos sont là, si vous voulez creuser, vous pouvez ». Ce geste d'ouverture, pour lui, c'est une manière de ne pas se placer comme seul détenteur du savoir, mais de laisser la porte entrouverte. Cette transparence-là crée aussi de la confiance. Je pense qu'il n'y a pas de communication sans confiance réciproque. Les gens me disent « Monsieur Gilbert, on vous faisait confiance parce que quand vous ne saviez pas, vous le disiez ». Et ça, c'est très vrai, parce que j'ai toujours considéré qu'il vaut beaucoup mieux dire quand on ne sait pas que d'essayer d'avancer des fausses certitudes. Et si on perd la confiance, c'est fini. La communication s'arrête. Par exemple, au début, tous les résultats qu'on a sur la vaccination montrent que les vaccins sont relativement efficaces pour empêcher la transmission. Donc le fait qu'une personne en infecte une autre. Ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, parce qu'on n'a pas encore les résultats, parce qu'on n'a pas encore le recul, c'est que après 6 à 7 mois, le bénéfice de la vaccination, c'est surtout d'empêcher de faire les formes sévères, mais que la protection contre le fait d'être infectieux ou infecté diminue assez fortement. Ça, on va le découvrir par après. Mais au début, la donnée qu'on a indique que ça marche bien pour empêcher la transmission. Et donc, à ce moment-là, on dit, si tout le monde est vacciné, on va arriver à contrôler l'épidémie. Et puis, les résultats s'accumulent. Et puis à un moment, on se rend compte, non, ça marche pas. Et donc, il va falloir se refaire vacciner, etc. Et donc, il faut changer tout le narratif. Et si on n'a pas été honnête, si on dit pas, oui, c'est juste parce que les données ont changé, et qu'on essaie de récupérer la sauce avec une communication maladroite, etc., on perd tout le monde. Et donc, il y a beaucoup, par exemple, de discours anti-vaccination qui, encore aujourd'hui, sont dit, oui, mais il y a tel moment, vous avez dit que si on était vacciné, on risquait pas d'être infecté ou d'infecter les autres. Et puis après ça, vous avez dit ça. Oui. Là, c'est comme ça que la science avance. Au fur et à mesure qu'on a des données, il y a des choses qui peuvent changer. Et il faut être honnête là-dessus. Ce que Marius explique ici, l'importance de la confiance, de l'honnêteté, de la transparence, tout ça, ça me fait penser à la dernière enquête Eurobaromètre. Eh oui, je vous refais le coup de la minute « Le saviez-vous »
Vous êtes prêts ? Je disais donc, dans la dernière enquête Eurobaromètre, je vous parle depuis l'année 2025, on a demandé aux participants de qualifier les scientifiques. Et rassurez-vous, c'est plutôt positif, puisque 89% disent que les scientifiques sont intelligents, 71% fiables, 63% honnêtes. Intelligents, fiables, honnêtes, au niveau de la confiance, on est plutôt dans le bon. Par contre, côté accessibilité, il y a du progrès à faire. Plus de la moitié des Européens et Européennes interrogés considèrent que les sciences sont tellement compliquées qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. Plus de la moitié. Voilà pourquoi c'est essentiel de développer nos compétences en médiation scientifique. Vous ne l'aviez pas fait venir, celle-là ? Alors, je me suis demandé si ce contraste entre confiance et accessibilité, c'était quelque chose qui avait frappé Marius pendant la pandémie. Quelque chose qui m'a très très fort frappé, globalement, dans la population générale, les notions scientifiques, c'est pas si mal que ça. Par contre, les gens ont l'impression que les savoirs, c'est quelque chose de figé. Voilà, il y a les atomes, il y a les molécules, il y a la cellule, et que tout ça, c'est comme si c'était tombé du ciel, mais que quand on n'a pas de formation de scientifique, on ne se rend pas compte que les savoirs, c'est des savoirs qui sont en mouvement tout le temps, que les connaissances d'un jour, sont pas les connaissances d'un an plus tard. Alors bien sûr, il y a des tas de choses qui restent, la plus grande partie reste, et heureusement, sinon on deviendrait dingue, mais que surtout sur quelque chose de neuf, que les connaissances sont susceptibles d'évoluer parfois assez rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup desservi pendant la pandémie, c'est le fait que les gens n'aient pas conscience que les savoirs soient quelque chose qui évolue et qui peuvent parfois évoluer assez rapidement au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles données et que donc c'est normal que des scientifiques changent d'avis. Les sciences, c'est toujours réduire l'incertitude. En fait, elles ne produisent pas des certitudes, elles réduisent les incertitudes de plus en plus au fur et à mesure qu'elles progressent. Selon les champs disciplinaires, on est capable de faire des prédictions avec des niveaux d'incertitude qui sont pas du tout les mêmes. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut pouvoir communiquer. La difficulté, c'est de faire passer, en fait, des concepts ou des notions ou la manière dont fonctionne la science dans des médias grand public qui, pour être tout à fait franc, ne laissent pas toujours une très très grande place à l'expertise face à l'actualité. Et c'est un équilibre à trouver avec les médias eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont dans un espace concurrentiel, ils doivent être attentifs à leur audience. Donc il faut à la fois parler des choses qui touchent les gens au quotidien, mais aussi il faut produire des contenus qui donnent un peu plus d'explications, de fond, des choses comme ça. Et tout ça avec un temps qui se raccourcit pour les journalistes qui doivent produire plus sur des temps parfois plus courts et qui n'ont pas toujours le temps d'aller rentrer dans des choses plus en profondeur. Quitter l'urgence, sortir du rythme d'une information qui chasse l'autre, traiter un sujet en profondeur. En fait, il y a de plus en plus de scientifiques qui ont cette envie de raconter la science en train de se faire et de se lancer en médiation scientifique. Et vous allez l'entendre dans les épisodes suivants, un des mots-clés de cette démarche, c'est émotion. Alors, même si Marius n'a pas encore prononcé ce mot, son émotion, je l'ai ressentie pendant toute notre discussion. Alors, je mets les pieds dans le plat. Et l'émotion dans tout ça ? On peut pas aller chercher les gens sans y mettre de soi-même. Parce que sinon, on reste dans quelque chose de très en surface. Et donc, il faut aller dire, tiens, j'ai ressenti ça. Mais si on se coupe de l'émotion, on n'arrive pas à attraper les gens. Et c'est pas attraper pour attraper, c'est une manière de rentrer en contact, en fait, de rentrer en communication avec la personne à qui on s'adresse. Donc, c'est réhabiliter quelque part l'émotion. Ah oui, ça c'est clair. Je pense qu'en fait, l'émotion joue une place énorme dans la communication. Et que, de la même manière que la communication a besoin de confiance, je pense que faire une communication sans émotion, c'est simplement beaucoup moins efficace. Donc, l'émotion est un vecteur de communication qui est incroyable. Mais il faut pas être dans le pathos, mais c'est qu'il faut parfois laisser passer des choses qui sont pas de l'ordre du purement factuel, rationnel, des choses comme ça pour aller ouvrir quelque chose, quoi. Je pense parfois il faut travailler en partenariat, quoi. On sélectionne pas les scientifiques sur leur capacité à produire de l'émotion, quoi. On leur sélectionne sur leur capacité à produire des articles scientifiques, de la rationalité, et pas spécialement dans l'émotion. Donc après, c'est des choses qui ont trait aux individualités. Mais c'est pour ça que je pense que des partenariats peuvent parfois permettre de construire quelque chose. À l'inverse, il y a beaucoup d'artistes qui cherchent maintenant à inscrire leur démarche dans du concret, dans du réel, dans de la rationalité, parce qu'ils sentent bien qu'il y a des enjeux qui nécessitent de plus être juste dans la production artistique pour ce qu'elle est, mais d'essayer de faire passer quelque chose. Et donc, s'ils veulent faire passer quelque chose, ils n'ont pas envie que ce soit complètement déconnecté des savoirs, de la réalité, de l'expertise. Donc là, il y a quelque chose de très riche je pense, à construire et à entretenir. Notre discussion se termine et je note rapidement dans mon carnet 3 mots-clés. Émotion, rencontre, partenariat.
Et ça, qu'on parle de ses collègues proches ou lointains, des citoyens, des citoyennes, des journalistes, des influenceurs ou même des artistes. Je quitte le bureau de Marius, je traverse les longs couloirs du bâtiment S pour retourner à mon bureau et, bizarrement, alors qu'on a parlé de pandémie pendant 1 heure, je me sens un peu plus légère. Marius aurait presque réussi à me convaincre qu'en travaillant ensemble, en faisant confiance à soi-même et aux autres, on pourrait peut-être changer le monde, une communication à la fois. Vous venez d'écouter l'épisode 2 de Savoir partager, un podcast de l'ULB disponible sur toutes les applications podcast. Et si vous souhaitez découvrir le guide pratique, je vous invite à consulter le site web des éditions de l'Université de Bruxelles ou à m'envoyer un email à l'adresse com.recherche@ulb.be. ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles.